fait longtemps que je vais faire cette vidéo. Ça concerne mon témoignage, j'ai envie de dire, comment euh, Jésus m'a restauré et m'a changé. Donc j'ai grandi dans une famille chrétienne, les bases chrétiennes. On allait à l'église avec ma mère et mon frère. Mon père, non, parce que enfin, on allait à l'église baptiste quand on était petit, donc du coup, lui, il se retrouvait pas trop dans ce courant-là. Du coup, on allait que avec ma mère et mon frère. En ce temps-là, il était juste allé faire une visite enfin, médicale. Et la visite médicale elle s'est transformée en décès. Et donc voilà. Ma mère, elle a dû faire un visite d'urgence que ma mère est d'origine haïtienne, enfin, moi aussi. Et donc elle a demandé des visas un peu partout. Et le seul pays qui l'a accueilli, c'était la France. Et donc j'arrive en France à 6 ans, 5-6 ans, ouais. J'arrive, bah, déjà il fait froid. En Asie, on est au Sri Lanka, donc tropical, super bien. En froid, il fait gris. Je parle pas le français parce qu'au Sri Lanka, ils parlent anglais. Et donc là, j'arrive bah, sans repère. Et il faut dire que ma mère, enfin, elle est très pudique ce sentiment, donc elle m'a pas vraiment expliqué. En même temps, comment on t'explique à un enfant de 5 ans que ton père il est décédé et que ton frère, tu le verras pas pendant un bon moment. Et donc là, on arrive en région parisienne. Val d'Oise, plus précisément à Villiers-le-Bel. Donc c'est là que je grandis. Euh, Première partie, bah, Villiers-le-Bel, enfin, pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que tout le monde connaît. Parce qu'on a quand même fait la une des journaux quand il y avait les émeutes. On était hébergés chez ma tante. Et ma tante, elle avait déjà 3 filles à cette époque. Elle a eu une dernière après, mais en tout cas, elle avait 3 filles. C'était un an euh, sans vraiment aller à l'école, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'organisme pour bah, m'apprendre le français. Du coup, j'apprends sur le tas avec ma cousine. Donc, j'entre au CP direct. Et là, bah, c'est le début de la vie, quoi. Ma mère, après, à un moment, grâce à Dieu, elle a eu les moyens de ne plus être hébergée, d'avoir son premier appart. Et bah, c'est là que tout commence. Mon adolescence, c'est plus un moment où je me cherche. Je vais pas mentir. Bah, déjà, je me sens pas comme les autres. Déjà, depuis toute petite, je me sentais pas comme les autres. Je me sentais rejetée parce que du fait que ben, tout le monde avait son père, sa mère, et moi j'avais que ma mère, et c'est tout. Et on me disait, ouais, t'as un frère, mais on le voit jamais. Mais donc c'est comme si les gens pensaient que je mentais. Et de toute façon, je disais jamais que mon père était décédé parce que je ne savais, enfin, j'avais pas compris qu'il était décédé. J'ai compris que je le voyais plus, mais je pensais que c'était comme mon frère, quoi. Enfin, qu'un jour je le reverrai. Et donc je me construis bah, un monde, mais vraiment éphémère dans ma tête. Et de là, je pense que c'est rentré, on va dire, l'esprit de mensonge, parce que je voulais jamais montrer bah, que j'avais pas de parents, que j'avais pas de père, et que vu que les gens me croyaient réellement pas quand je dis que j'avais un frère, parce qu'il était pas là, il habitait aux États-Unis, et moi en France, il venait que pendant les vacances scolaires. Mis à part le décès de mon père, qui m'a quand même bouleversée, j'ai une enfance plutôt bien. Ma mère, c'est une femme qui est hyper débrouillarde. Donc vraiment, je n'ai manqué de rien. Dans ce sens-là, manger à mon compte, les habits à gogo. Enfin, voilà, il n'y avait pas de manque. Je voyais même pas qu'on était hébergés parce que ma tante, c'est une crème. Mais quand je vous dis une crème, parce que moi, ma tante, c'est une, comme une deuxième mère. Et il y a aussi ma grand-mère qui est venue entre-temps. Donc, il y avait du monde, hein. Donc, oui, ma mère, grâce à Dieu, elle a pu s'émanciper et prendre un premier appartement. Et mon frère nous a rejoints dans ce premier appartement. Il y a primaire, ça va, du niveau des notes, ça passe. Collège commence à devenir moyenne. Et là, bah, ça commence là. Là, c'est la fête. Forcément, là, on commence à prendre un peu de forme. Et puis les gens le reconnaissent. Et tu dis, ah ouais, mais toi, t'es bien développé au niveau de là. Et là, tu commences. Ah, et l'orgueil. Mais c'est pas l'orgueil genre moi, mais l'orgueil là. Ah ouais, je suis belle. Bon, c'est quoi? À mon époque, les histoires d'amourettes, c'était pas la même chose. Enfin, en tout cas, mais moi, ce que j'aimais, c'était la danse. C'était très mou. Bah oui. Attends, vous m'avez dit que mon corps, il est bien. Il est parfait. Pourquoi je ferais pas la danse? Donc moi, comment j'exhibais, entre parenthèses, mon corps, c'était plus... bah, faut dire que ma mère, elle est très stricte. Donc, mettre des booty shorts et all that, non, c'est impossible. Bah, je le faisais en cachette, par contre. Et j'ai dans un autre endroit. Et là, c'est la débandade. Donc, j'arrive dans ce collège, je rencontre des amis.
Bon, bah là, on profite de la vie, quoi. À mon époque, il y avait les après-midi. Il n'y avait pas de soirée. En même temps, j'étais trop jeune pour aller dans une soirée, mais il y avait les après-midi. Donc, les après-midi, on apprenait toute l'échographie. À l'époque, il y avait Sean Paul, donc on se trémoussait et tout. En plus, c'était pas cher, je crois que c'était 3 euros, 2 euros, je sais même pas. Bon, ça va un peu de copinage. On commence à sécher les cours. Je commence. Oh, Lord. Ouais, dans Kirikou, la sorcière, il y a un fétiche là avec ses grands yeux. Ben, mes voisins, c'était grave des féticheurs dans le sens où, comme on dit à mon époque, ils aimaient bien Poucave. Donc dès qu'ils me voyaient, enfin, en même temps, ma mère, elle était seule, donc je pense qu'ils disaient, ah ouais, c'est une femme seule, elle aime sa fille, faut pas qu'elle tourne dans le mauvais sens, quoi. Les profs, j'en ai rien à faire, j'ai des facilités quand même, mais ça m'intéresse pas, quoi. L'école, carrément, ça m'intéressait pas. Moi, ce que je voulais, c'est danser, quoi. Aller me trémousser, danser dans la moyenne. C'est une élève dissipée, une élève qui fait pas ses devoirs. On va dire ça à une mère haïtienne. Et là, ma mère, elle décide de m'envoyer en internat. Mais le pire, c'est pas seulement un internat, c'est qu'elle m'envoie un internat, mais avec chez les bonnes sœurs, ok, number one. Et de deux, internat qu'avec des filles. Et vous savez très bien, quand on a 13, 15 ans, on se dit, mais attends, non, mais les filles, elle est trop de jalouse, elle a même pas, je sais pas comment. Bluff, on se sait, on se sait, on se connaît. À l'internat, franchement, c'était une la meilleure période de ma vie. Que j'ai rencontré des crèmes, des douceurs, et je suis toujours amie à l'internat. C'est vraiment ce qui m'a arrangé, j'ai envie de dire. Donc j'arrive dans un lycée parisien, jeune fille noire, banlieue, déjà dans ma classe, il n'y avait pas énormément de personnes noires, on va pas se mentir. Un vrai choc culturel, on va dire. Ouais. Bah, la manière dont ils vivent et ma manière à moi, c'est deux mondes différents. Genre l'argent de poche, aisément, ils avaient genre 500 euros, parfois 1000 euros. Ils avaient le dernier sac, le dernier téléphone. Là, c'est sûr que ça, quand même, ça crée un complexe. Pas dans le sens où, grâce à Dieu, ma mère m'a toujours appris les bonnes valeurs là. Ok, s'il y a quelqu'un à plus que toi, il ne va pas l'envier ou jalouser. Donc, c'est pas un complexe genre, oh, j'ai envie d'avoir ce qu'ils veulent, mais je me dis, ah oui, quand même, il y a une réelle différence. Mais encore, ma mère, franchement, elle se démène pour, même si j'achetais pas genre, en même temps que eux, ils avaient, genre, ça sort, ils l'ont directement. Moi, je l'avais peut-être une saison, genre, la collection d'été, je l'avais peut-être en automne et vice versa. Je l'avais peut-être après, mais voilà, ma mère, elle se débrouillait toujours pour que je une différence entre eux et entre moi. Je me dis, ah ouais, quand même, il y a des gens qui vivent différemment. Nous, quand on habite en banlieue, on pense que ouais, c'est la banlieue, c'est tout. Genre, l'été, c'est le cross. Je sais pas, on va faire des barbecues, on s'ambiance, on parle, on reste en bas sur nos bords, on parle entre nous et tout. Ça, c'est la banlieue, quoi. Dernière année du lycée, j'ai une grosse épreuve. Ma mère, elle tombe malade, mais genre vraiment malade. Et là, je me dis, mais. Parce que là, j'ai conscience que mon père, bah, il n'est pas avec moi. Et mon frère, il était déjà reparti seul avec ma mère, hein, toutes les deux, comme toujours. Et je pensais vraiment qu'elle allait y passer pas bien du tout. Je me rappelle mon épreuve de géographie. Et ma mère se sentait tellement pas bien qu'elle a dû appeler le conjoint de ma tante 2 heures. Je sais même pas combien de temps j'ai dormi, mais elle était vraiment pas bien. Je me dis, mais ce bac, de toute façon, que je l'ai pas. C'est-à-dire que j'aurais peut-être pas le bac, j'aurais pas ma mère, enfin, genre, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Sens où je me dis, ouais, rien n'est acquis dans la vie, en fait. C'est moi ou personne. Il y a personne qui puisse m'aider. Je suis indépendante, il n'y a rien qui peut m'aider, je peux m'accrocher à rien. Et c'est là que ça a vraiment commencé à build up en moi, euh, l'absence, like, aux États-Unis, ils disent daddy issues, bah, là, c'est bon, ça a commencé à vraiment se manifester en moi. J'étais vraiment déboussolée. Genre, chaque jour, je voyais ma mère souffrir et je devais faire semblant de. J'avais 18 ans, ouais, 17 ans. J'étais en mode, donc je l'ai pas. Ma mère, elle vaut plus que le bac, donc je peux, limite l'année prochaine, je le passe et il n'y a pas de souci. Mais grâce à Dieu, je l'ai eu. Donc concrètement, je vous ai expliqué un peu, un peu mon histoire de 0 à 18. Et bah, il est où j'étais dans tout ça? Donc concrètement, comment Jésus m'a guéri de tous les daddy issues. Like, daddy issues, en français, ça dirait peut-être l'absence de père. Yeah. Toutes les séquelles d'absence de père. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes, de jeunes filles qui vont se reconnaître en moi.
Quand on dit absence de père, peut-être que vous, votre père, il n'est pas décédé comme moi. Il peut être très bien vivant aujourd'hui, mais il a juste jamais été présent. Ça se manifeste en plusieurs raisons, mais moi, ça s'est manifesté par le manque, par le rejet. Et le rejet, il a amené beaucoup d'autres esprits. Donc, clairement, le rejet. Le rejet depuis l'enfance parce que j'étais différente. Moi, j'avais pas mon père qui venait me chercher. Parfois, il y avait des activités où tu présentais ta famille. Moi, je pouvais pas. Euh, Tu te sens réellement rejeté. Quand tu es petite, tu le vois. Quand tu grandis, tu te crées une carapace. Tu fais, ah, mais de toute façon, même si mon père, il est mort, ouais, c'est vrai, c'est pas de ma volonté, ça arrive, je suis une femme forte. C'est pas vrai. C'est pas vrai, tu fais semblant. Tu fais semblant. Parce que dans une famille saine, c'est le père et la mère. Quoi qu'on dise, quoi qu'il se passe, tu as besoin d'un équilibre entre ta mère et ton père. La deuxième chose que l'absence de père, ça amène dans ta vie, enfin le rejet par rapport à la perte d'un être cher, ça m'a beaucoup amené une vie de mensonge. Mais quand je vous dis une vie de mensonge, ok, comment? Dans le fait que tu sois rejeté, tu as envie d'être aimé. Donc, le fait que tu as envie d'être aimé, tu es un caméléon. Mais quand je vous dis que j'étais un caméléon, je ne sais pas si ça se dit caméléon pour une femme, une caméléon, mais j'étais même ça c'est petit, hein, dans le sens où là, partout, j'arrivais jamais à montrer qui j'étais. Genre, qui suis-je, moi? Je ne sais pas. Sans repère, sans rien. Exemple, au lycée. Au lycée, je suis la petite parisienne. Je rentre en banlieue, je suis la princesse du ghetto. C'est tout pour vous dire, j'étais Miss Caméléon, c'était moi. En fait, j'étais personne. J'étais tout le monde sauf moi, clairement. Une autre facette aussi, l'hyper-indépendance. Oh yes. Il y a peut-être des qui vont pas être d'accord, mais yes. Alors, l'hyper-indépendance par rapport au rejet, c'est I'm a boss lady. Genre, je fais tout par moi. Mais vraiment, demander de. Bon, avant même de dire l'hyper-indépendance, on va commencer par l'orgueil, mesdames. Ok, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup pensent l'orgueil, c'est genre frapper ma poitrine. Oh, moi. Non, il n'y a pas que ça. Tu ne peux pas demander de l'aide, c'est de l'orgueil. Tu peux pas demander de l'aide, c'est de l'orgueil. Yes. Tu veux tout faire par toi-même. Et après, clairement, ça ne m'aidait pas. Et aussi, bien évidemment, dans la cellule familiale. Ma mère, elle devait jouer l'homme et du père. Je me dis, mais attends, moi, j'ai une mère, elle fait tout. J'ai une mère qui fait capable. C'est une femme capable. Moi aussi, je suis une femme capable. Attention. Je dis pas que vous devez des femmes qui dépendent. Non. Dans un couple, l'homme, il a sa part, la femme, elle a sa part. Je suis d'accord qu'une femme doit avoir une certaine autonomie, mais être indépendante, that's two different things, girls. L'indépendance vis-à-vis de, même vis-à-vis de Dieu, parce que oui, je crois en Dieu, mais je me disais, mais bien évidemment, Dieu, t'as ta part. Mais je ne laissais jamais lâcher prise, je ne savais pas faire ça. Cause le manque d'amour. Je ne sais, le manque d'amour, sur la peur d'aimer et la peur de recevoir de l'amour. Donc, j'aimais, mais dès que quelqu'un me montrait une part, enfin, un sentiment d'amour, ça me dégoûtait. Mais pourtant, aussi, jamais dire ce que tu ressens, la peur de dire tes sentiments, oh, ouais, ça c'était terrible de vivre comme ça. La peur qu'on nous voit pleurer, on ne peut pas vivre comme ça, vraiment, tu es une personne rejetée. Mais le pire, c'est que les gens pensent. Donc les gens me disent, mais toi, t'es une femme, vraiment, t'as tout pour toi. Attends, tu vois. Oui, parce que vu que j'ai fait des études à l'international, j'ai aussi eu un semestre aux États-Unis, j'ai fait un stage au Togo. Enfin, il y a plein de choses que j'ai faites dans ma vie, je rends grâce au Seigneur. Oui, c'est vrai, mais mon être intérieur, il n'est pas là. Ouais, ça, c'est toutes les déclinaisons du rejet. Il y en a plus, mais c'est bizarre, c'est plus ça. Et je vivais comme ça. J'étais baptisée, hein, je vous le dis. Ah oui, j'étais pas transformée, mais pas du tout. La branche où j'ai fait mes premiers pas de foi, quand même au départ, ils étaient très légalistes, mais c'est que des années plus tard, et un jour, je me dis, mais Seigneur, je me rends compte, à mon âge, là, je suis mariée, je suis maman, et je sais pas qui je suis. Ah, qui est Marley? Je te connais, je suis baptisée, je lis ta parole, et c'est un long travail en haleine. Et là, ah, il m'a brisé, il m'a brisé, il m'a brisé. Il m'a relevé toutes les choses en moi, depuis les blessures de l'enfance, mon comportement, comment j'agissais avec les gens, faire plaisir aux gens, ne pas savoir dire non. Et je pense que c'est un témoignage que j'ai dû entendre.
Je sais plus si c'est un témoignage ou si c'est un verset. Et je me suis dit, je suis pas venue sur Terre pour, déjà, comme, pour accompagner les autres. Sinon, c'est fini. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Je veux plus vivre comme ça. Et après que le Seigneur, il m'ait vraiment parlé, c'est exactement ce verset. C'est Jean 8, 32. C'est que vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Bah, c'était exactement ça. Je me dis, et je posais des questions, je dis, mais Seigneur, t'as créé la femme, pourquoi? Tu dis que tu nous aimes, mais pourquoi tu nous aimes? Genre, je posais des questions, mais tout le temps. Il m'a fait lire la Genèse. Il m'a montré ce que c'est. Lire la... En fait, j'avais déjà lu la Genèse. Mais quand j'ai lu la Genèse, chapitre 1, chapitre 2, comment il a créé toutes choses, comment il a créé l'homme, la femme, égaux. J'ai eu une révélation de la parole, mais vraiment. Et la vérité m'a affranchi. Vous allez peut-être me dire, mais oui, c'est trop facile que tu es chrétienne. Non, au contraire, j'étais chrétienne, oui. J'étais chrétienne, mais c'est pas pour autant que j'allais pas dans les soirées. J'étais chrétienne, c'est pas pour autant que je vivais une double vie. J'étais chrétienne, oui, mais j'étais pas transformée. C'est pas une personne née de nouveau. Mais c'est faux. Est-ce que j'étais transformée? Non. I was not. Il y a aussi plusieurs choses qui m'ont touchée. Je me rappelle qu'un jour, je faisais une soirée haïtienne qu'on appelle chez nous bal. Il y a d'autres personnes qui nous ont vu, bien évidemment, parce que partout où vous allez, il y a toujours allez raconter à vos parents. Et bah, cette personne-là, elle n'a pas été voir ma mère, mais elle a été voir c'était ma présidente de jeunes à l'époque. Et ce jour-là, ils m'ont convoqué, ils m'ont dit, Marlene, on aimerait bien te parler. Je dis, ah ouais, de quoi et tout, non. Qui a dit qu'ils t'ont vu là, un tel à Sarcelles, parce que c'était à Sarcelles les balles, dans ça. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, mais c'est parce que j'ai accompagné ma tante, je trouvais essayé de trouver une excuse. Faut avouer. Et j'aurais dit, oui, c'est vrai, j'ai été. Et leur réponse, hein, cette réponse, elle m'a changé ma façon de voir et d'agir, sincèrement. Tu sais, on voit les efforts que ta mère a fait, on voit tes efforts de temps en temps, mais par grâce pour ta mère, on va pas lui dire ce qu'on a été répété. Par contre, toi, genre, ajuste ta vie à Dieu et prends Dieu au sérieux. Et ça m'a réellement touchée. Et clairement, je n'avais marre d'être une femme caméléon et j'ai choisi de suivre Jésus. Vous allez peut-être me dire, mais comment on fait pour suivre Jésus? Bah, c'est simple, il faut faire la prière du salut, il faut l'accepter dans ton cœur, qu'il est le Seigneur et Sauveur. Il est calme, tout le monde a sa propre volonté, mais il faut avoir la volonté de choisir Christ. Et aujourd'hui, je ne vis plus femme caméléon, ça, c'est pas possible. Je vis ma propre vie, mais sans chaîne. Il m'a guéri du rejet. Et ça, c'est une vraie racine. Il m'a guéri des blessures de l'enfance. Il m'a guéri de l'esprit de mensonge. Il m'a guéri de l'esprit du plaisir du monde. Je ne sais pas si ça existe, c'est un esprit ou pas. En tout cas, les plaisirs du monde, là, ça, il m'a guéri réellement. Il m'a appris que dans la vie, il faut être modeste. La modestie pour la femme. Que ton corps, il ne doit pas être un instrument pour attirer les autres ou pour te faire connaître. Non, c'est bien, le Seigneur t'a béni. La sainteté, c'est important. Parfois, on va penser que la sainteté, c'est seulement coucher avec les hommes. Non, moi, j'étais pas dans ce sens-là. C'était plus dans le sens où j'aimais bien montrer mon corps, j'aimais bien montrer en avant. Et de copinage, oui, il y en avait, mais je n'en ai pas eu énormément. Mais c'était pas, peut-être pas cette partie-là, mais rappelez-vous que le péché, c'est le péché. Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand. Peut-être que tu n'as pas tous ces problèmes-là, mais dans ton cœur, tu as l'orgueil. L'orgueil, c'est un péché aussi. Ça, c'est un péché qu'on ne voit pas. Et c'est un péché que les gens, ils minimisent énormément. Donc, s'il a plu, moi, comment mieux guérir du manque d'amour, de l'esprit de mensonge, et de toutes ces choses, et toi, et toi-même, il le fera. Je sais qu'il le fera. Il l'a fait pour moi, il n'y a personne d'autre qui peut le faire. Il n'y a personne d'autre qui peut le faire. Les hommes, ça ne comble pas les cœurs. La danse, les déhanchés là, ça ne comble pas le cœur. Les soirées, ça ne comble pas le cœur. L'alcool, ça ne comble pas. J'ai déjà été bourré. Ça fait quoi? Ça te donne un mal de tête, c'est fini. Le lendemain, tu retournes, tu as toujours tes problèmes. Donc, qu'est-ce que tu attends, toi, pour suivre Jésus? Et donc, voilà, c'était mon témoignage. Et je tenais à le faire. C'est un bon moment que je devais le faire. Ce sera peut-être un peu brouillon. Et ce sera peut-être pas genre une ligne directrice ou une ligne directive. Mais l'important, c'est que choisissez Jésus. Parce que ce qu'il a fait pour moi, je sais et je le crois qu'il le fera pour vous. Bien évidemment, poursuivez la vérité. Et c'est cette vérité qui vous affranchira. Amen. Et bon, je pense qu'il faut que je prie.
Seigneur, vraiment, je te remercie par l'assistance de Saint-Esprit, tu m'as permis de faire cette vidéo. Et je prie pour chaque personne qui va regarder cette vidéo, que tu puisses toucher leur cœur, comme tu l'as fait pour moi, que tu puisses les changer. Que ce soit des chrétiens, des païens, qu'importe qui ils sont, et la personne qui cherche Dieu, que si elle tombe sur ces vidéos, que le Saint-Esprit puisse les convaincre. Je ne suis pas là pour le faire ce job. Moi, mon rôle à moi, c'est seulement partager ta nouvelle, partager qui tu es, la bonne nouvelle de Christ, réparer les cœurs brisés. Alors, dans le nom puissant de Jésus, il y a peut-être des personnes qui cherchaient un signe, que cette vidéo soit un signe, que sache que tu existes, que tu es vrai et véritable. Au nom de Jésus. Amen.